J'espère que tout va bien pour vous et que vous allez au mieux. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle rarement, un thème longtemps enfermé dans le silence, presque comme s'il était interdit de l'évoquer. J'espère que tout va bien pour vous et que vous allez au mieux. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle rarement, un thème longtemps enfermé dans le silence, presque comme s'il était interdit de l'évoquer publiquement. Pourtant, derrière ce silence persistant se cache une réalité tragique. Des centaines de morts, des familles brisées et plongées dans un deuil interminable. Et le plus cruel pour ces proches endeuillés, c'est qu'ils n'ont jamais obtenu d'explication claire. Beaucoup ont perdu un père, un fils, une sœur ou un conjoint, dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui entourées d'ombre. Le sujet dont nous parlons concerne les accidents d'avions militaires dans notre pays. En Algérie, malheureusement, une véritable série noire de catastrophes aériennes militaires s'est accumulée au fil des années. Depuis le début des années 2010 environ, ces drames se répètent. Nous avons pris le temps d'examiner les chiffres, de les vérifier attentivement. Et le constat est lourd. En une dizaine d'années, le bilan dépasse largement les 360 victimes, probablement entre 370 et près de 400 morts. Un nombre qui reste extrêmement choquant. Durant cette même période, l'Algérie a enregistré plus d'une quinzaine d'accidents ou de crashs d'avions militaires officiellement reconnus. Une succession de tragédies qui, à elles seules, soulèvent déjà de nombreuses interrogations. Ces crashs sont souvent liés à une combinaison de facteurs techniques, opérationnels et géopolitiques. Il n'en demeure pas moins que les autorités militaires, qu'il s'agisse du haut commandement de l'armée nationale et populaire ou du ministère de la Défense nationale, n'ont jamais rendu publiques les conclusions d'une quelconque enquête qui aurait pu apporter des réponses précises aux questions posées depuis longtemps par l'opinion publique, à savoir pourquoi il y a autant de morts et pourquoi il y a autant de crashs militaires dans notre pays. Ce mois-ci, il y a eu récemment un autre crash. C'était le 5 mars 2026. L'Algérie a été ébranlée par un drame. Il s'agit d'un avion de transport militaire léger de type Beechcraft 1900 qui s'est écrasé juste après son décollage de la base aérienne de Boufarik. Le bilan, qui a été déploré et communiqué par les autorités officielles, est de 4 morts. Au départ, il y avait 2 morts. Ensuite, le bilan s'est alourdi après le décès de 2 membres d'équipage à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Les circonstances de ce drame n'ont pas encore été élucidées. Tout ce que l'on sait, c'est que l'appareil de l'aviation militaire algérienne effectuait une mission de liaison et qu'une enquête a été ouverte à la demande du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, le général d'armée Sachinga. Ce dernier, d'ailleurs, s'est déplacé lui-même à l'hôpital pour s'enquérir de l'état de santé des blessés, etc. et pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé avant et après ce crash. Ce crash, avec 4 morts, représente pratiquement l'un des bilans les plus insignifiants, voire malheureusement un bilan dérisoire par rapport à ce que l'Algérie a déjà connu. Nous allons vous montrer maintenant un tableau éloquent que vous allez voir à l'écran. Ce tableau retrace l'ensemble des crashs militaires ou des crashs d'avions militaires que le pays a connus depuis pratiquement 2012. Nous sommes remontés jusqu'à l'année 2012 pour vous montrer ou pour essayer de retracer l'ensemble de ces crashs qui ont frappé l'Algérie de plein fouet et qui ont provoqué, encore une fois, un débat national, un débat qui n'a jamais été clos, auquel l'armée et le commandement militaire n'ont jamais voulu participer. Parce qu'il n'y a jamais eu de transparence, encore une fois, et jamais eu de rigueur.
On a commencé depuis novembre 2012 jusqu'au dernier crash qui a été recensé, annoncé et communiqué par les autorités militaires algériennes le 5 mars 2026. Donc, de 2012 à 2026, cela fait 14 ans. Donc, c'est une séquence de 14 années. Les crashs les plus récents. Alors, si l'on commence par les dernières années et les crashs qui ont été recensés, il y a eu en février 2024 le crash d'un hélicoptère Mi-171 à Ain Defla lors d'un vol d'entraînement causant la mort de 3 membres d'équipage. Auparavant, en janvier 2023, toujours en commençant par les crashs les plus récents, un autre hélicoptère du même type, Mi-171, s'est écrasé dans la même région d'Ain Defla, tuant également 3 militaires. En décembre 2020, un autre crash d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage, MS-25 Merlin, s'est produit au large de la ville de Tipaza, faisant 3 morts. Et puis, il y a eu le plus grand crash d'avion militaire, le drame absolu, ou plutôt la tragédie qui a longtemps secoué l'Algérie, et qui, je pense, restera gravé en lettres ensanglantées dans la mémoire de la population algérienne et dans la mémoire collective du pays. C'est le crash de 2018. D'ailleurs, on parle du traumatisme de 2018. Il s'agit du crash le plus meurtrier de l'histoire du pays. C'est celui du 11 avril 2018, lorsqu'un avion de transport militaire, un gros porteur russe, l'Ilyushin 276, s'est écrasé juste après son décollage de l'aéroport militaire de Blida. Le bilan était macabre. Pour le moment, aucun crash d'avion militaire n'a fait pire dans l'histoire de l'Algérie. 257 morts ont été recensés et déplorés à l'époque. Majoritairement des militaires et leurs familles, des civils, des militaires accompagnés de leurs enfants et de leurs femmes. Ce crash avait marqué les esprits par son ampleur nationale. C'était donc le crash le plus dangereux ou le plus désastreux dans l'histoire du pays. Mais il n'est malheureusement pas le seul. L'autre crash qui avait marqué les esprits était à el-Bouaghi. C'était le 11 février 2014. C'était encore un avion russe, le C-30 Hercule, en vol militaire. 77 morts et 1 survivant. Alors, les raisons officielles n'ont jamais été communiquées. Il n'y a jamais eu de conférence de presse tenue par le ministère de la Défense nationale pour dire « Voilà, par la preuve, par A plus B, ce qui s'est passé ». Il n'y a pas eu de procès. Notamment, la justice militaire n'a pas jugé et n'a pas ouvert d'enquête judiciaire. Il n'y a pas eu de coupables qui ont été jugés. Il n'y a pas eu d'inculpation. Il n'y a pas eu de négligences qui ont été identifiées, en fait. Et il n'y a jamais eu de remise en cause, ni d'introspection intérieure, ni vraiment d'investigation de la part de l'institution militaire. Il y a des bribes d'informations qui circulent par des communiqués ou par des articles de presse citant des sources autorisées du ministère de la Défense nationale ou des communiqués officiels du ministère de la Défense nationale. Mais il n'y a jamais eu d'enquête. Pourtant, quand on voit la chronologie, encore une fois, dans ce tableau que nous avons réalisé, quand on observe la succession des événements et le nombre impressionnant de crashs militaires durant ces 14 dernières années, plus de 10 ans, et surtout le nombre de morts, on retient quand même plus de 370 morts. Ce qui place l'Algérie, malheureusement,
parmi les pays ayant le taux de crash militaire ou de crash d'avions militaires le plus élevé de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Des constats et quelques points s'imposent. D'abord, premier constat, la base militaire de Boufarik apparaît comme un point névralgique et critique pour les avions de transport militaire. Deuxième constat, les hélicoptères Mi-171 de fabrication russe sont les plus fréquemment impliqués dans les accidents récents, dans les crashs récents, notamment depuis 2023, durant les années 2023 et 2024. Ce qui nous amène à faire un constat peut-être auquel on ne peut pas échapper. Il y a un problème avec les équipements russes. Il y a un vrai problème avec les équipements russes. On ne peut pas le nier. Beaucoup d'experts, beaucoup de sources. En tout cas, malheureusement, personne ne parle de façon publique ou en dévoilant son identité sur ce sujet-là. Très peu d'experts, très peu d'anciens militaires, très peu de militaires en fonction. Mais cela, on peut le comprendre, parce qu'ils sont contraints par le devoir de réserve. Mais très peu d'anciens militaires, ni des experts de la sécurité aérienne, de la sécurité aéronautique, ni les spécialistes des avions militaires ou des questions de défense et de sécurité nationale n'osent parler ou prendre des positions sur ce sujet qui est très délicat. Très, très délicat. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est vraiment délicat. Pourquoi ? Parce que personne ne veut effaroucher, blesser ou heurter la sensibilité de l'institution militaire en Algérie. Et personne ne veut pointer du doigt des responsables de l'armée et de l'institution militaire. Et personne ne veut mettre en cause l'armée. Et pourtant, une mise en cause est aujourd'hui urgente et nécessaire. Et tant que ce travail de mise en cause de l'institution militaire et de ses responsables en matière d'achat d'avions militaires, notamment des équipements russes, et en matière de contrôle des avions et des appareils utilisés pour le transport militaire n'est pas fait, on se dirige malheureusement vers d'autres tragédies, vers d'autres drames. Cela fait 14 ans que cela dure. Cela fait 14 ans que les crashs d'avions militaires ne s'arrêtent pas. À un moment donné, ce sont des vies humaines qui sont décimées. Ce sont des familles qui sont brisées. C'est tout un pays qui pleure ses enfants. Donc, ce sujet, à un moment donné, il faut absolument en parler. Ce tabou qui dure depuis des décennies, il faut le briser. En Algérie, c'est pratiquement haram de parler de l'armée, de la pointer du doigt, de lui exiger des comptes, de lui demander des bilans et de la soumettre à des enquêtes. Nous avons quand même fait 3 ou 4 constats. Premier constat, qui nous a d'ailleurs été confirmé par plusieurs sources militaires concordantes, l'armée algérienne souffre d'une flotte vieillissante et de sa dépendance à l'égard de l'équipement russe. Une grande partie de la flotte aérienne militaire algérienne est composée d'appareils d'origine soviétique ou russe, comme les 276 ou les Sukhoi 24 ou Sukhoi 30, qui sont considérés par les experts des questions militaires de l'aviation militaire comme étant des équipements et du matériel obsolètes. L'entretien de ces appareils russes est devenu de plus en plus compliqué ces dernières années. D'abord, il y a un manque de pièces de rechange, exacerbé par les effets de la guerre en Ukraine, où les unités industrielles et les complexes de l'industrie militaire russe sont saturés et exclusivement dédiés à la fabrication d'armes afin de répondre aux besoins des opérations militaires de l'armée russe en Ukraine. Par ailleurs, il y a certains équipements et certains appareils vieillissants que la Russie ne produit plus, ne fabrique plus, et dont les pièces de rechange ne sont plus produites, mais qui sont encore possédées et utilisées par l'Algérie.
Donc les problématiques de livraison et la disponibilité des techniciens russes, qui avaient l'habitude de venir aussi en Algérie pour former les techniciens de l'armée nationale et populaire et pour aider à la rénovation et à l'entretien des avions militaires, causent aujourd'hui plus que jamais problème depuis 2022, notamment depuis la guerre en Ukraine et même bien avant, puisque certains appareils russes étaient déjà obsolètes. Mais malgré cela, l'armée algérienne les a gardés. On donne un exemple. Le crash de 2018 d'un Ilyushin 276. Le fameux Ilyushin 276, qui a fait 257 morts, a été attribué à une possible défaillance du moteur et à un incendie de l'aile. Donc, le moteur de l'avion était défaillant, il y avait un incendie qui s'était déclenché au niveau de l'aile. Ce sont des informations qui n'ont jamais été officiellement reconnues. En tout cas, officieusement annoncées, mais jamais officiellement reconnues. Il n'y a jamais eu d'enquête précise pour nous dire pourquoi il y a eu une défaillance du moteur. En réalité, les avions russes vieillissent mal. Ils deviennent obsolètes. Ils sont archaïques. Et l'Algérie, qui est dépendante à 80 voire 90% au niveau de son aviation militaire des équipements militaires russes, est déjà dépendante à hauteur de plus de 70% pratiquement dans l'ensemble de ses compartiments et de ses unités d'armement. Mais l'aviation militaire russe pose problème. Les avions russes ne sont pas de bonne qualité. Sauf qu'en Algérie, on ne veut pas le dire. Parce que si on le dit, l'Algérie devra peut-être se remettre en cause et nous expliquer pourquoi elle continue à acheter des avions russes s'ils sont de très mauvaise qualité. Or, les sources militaires nous disent que les autres pays développés, ou les grandes puissances, ne veulent pas vendre d'armes à l'Algérie. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Dans certains cas, cela peut être vrai pour les armes les plus sophistiquées. Mais est-ce que Airbus, par exemple, Boeing, qui fabrique aussi des avions militaires, ou les Américains, pour certains types d'avions qui ne sont pas des avions de combat ultra dangereux ou ultra sophistiqués, puisqu'il s'agit d'avions de transport de troupes, est-ce que l'Algérie ne devrait pas diversifier ses sources ? La question se pose. Et puis d'autres sources nous donnent des informations encore plus alarmantes. Pourquoi l'armée algérienne veut à tout prix acheter russe ? Parce que, avec les Russes, quand on négocie, c'est beaucoup plus facile de négocier certains pots de vin. Il y a eu des affaires sur lesquelles nous sommes en train d'enquêter, notamment des avions de chasse, comme les MiG MiG-29, par exemple. Nous sommes sur un dossier. Nous sommes en train de récolter des informations où il y a eu des suspicions de corruption. Vous savez, en Russie, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Allemagne. C'est un pays très fermé. Ce n'est pas une démocratie, c'est aussi une dictature corrompue. La corruption y est généralisée. Les compagnies russes sont souvent des complexes publics liés à l'État russe et liés au complexe industriel militaire russe. Et au sein de ces institutions militaires russes, il y a de la mafia, il y a des grands pontes de la mafia qui sont représentés. Et souvent, nous avons des sources qui nous l'ont confirmé. Les militaires algériens achètent du matériel qui n'est pas neuf. C'est du matériel rénové. Comme il y a des avions rénovés qui ne sont pas neufs,
ou des avions défaillants, des appareils défaillants, avec des pièces ou des composants défaillants, mais qui sont malheureusement déclarés lors des transactions officiellement conclues et payées par l'Algérie comme étant du matériel neuf. Sauf que, quand l'Algérie va réceptionner cet avion militaire russe, il n'est pas neuf. En réalité, il est rénové, ou bien c'est un ancien avion accidenté qui a été remis à l'ordre du jour et qui a bénéficié d'une mise à jour, qui a été entièrement rénové. Mais il regorge de défaillances et avec quelques années de vieillissement, il peut devenir très dangereux. Malheureusement, comme les contrats d'acquisition d'armes de l'Algérie avec la Russie ou les gros contrats d'armement entre l'Algérie et la Russie sont totalement opaques, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas de commission de contrôle parlementaire en Algérie. L'armée gère ses affaires avec une grande opacité, un manque de transparence totale, je dis bien un manque de transparence totale. Il y a des commissions de marché au sein du ministère de la Défense nationale, mais leur fonctionnement est très opaque et très sombre. Il n'y a aucun contre-pouvoir en Algérie, que ce soit parlementaire, médiatique ou même politique au niveau de la présidence elle-même, qui exige de l'armée des éclaircissements, des éclairages et des rapports détaillés, des bilans détaillés sur les acquisitions d'armes, sur les circonstances et les conditions de négociation, sur les termes des contrats et sur les modalités qui ont été négociées ou les démarches qui ont été entreprises pour acquérir toutes ces armes russes, notamment les avions russes. Donc cette opacité laisse facilement la place, ouvre un boulevard royal aux corrupteurs et aux corrompus pour négocier avec certains notables de la mafia russe qui sont très liés au cercle militaire et sécuritaire en Russie. Les Russes veulent se débarrasser de leur matériel archaïque et vieillissant. Donc l'Algérie est un pays ultra dépendant de l'industrie militaire russe. C'est une dictature aussi. C'est un pays fermé où la corruption règne, malheureusement, à très grande échelle. Et donc, souvent, les militaires algériens rachètent du matériel défaillant, archaïque, vieillissant, et qui est déclaré sur le papier comme étant du matériel neuf. Et cette dépendance vis-à-vis, encore une fois, de la Russie, empêche la concurrence, puisque les fournisseurs russes ne sont pas confrontés à des fournisseurs d'autres pays fabricants, comme les fournisseurs des pays européens, comme les États-Unis d'Amérique, comme les pays asiatiques, etc. Donc il n'y a pas de concurrence loyale, il y a beaucoup d'opacité et les négociations sont toujours tenues secrètes. Il y a absence, encore une fois, d'un contre-pouvoir qui exige des comptes et des bilans et qui peut éplucher ces contrats militaires. Deuxième constat très important, le manque d'entretien adéquat et les problèmes institutionnels dont souffre l'armée algérienne. Des analyses indépendantes ont récemment pointé du doigt des défaillances dans la maintenance et les lacunes organisationnelles au sein de l'armée de l'air algérienne. Par exemple, contrairement à d'autres pays comme la Turquie ou la France, l'Algérie ne participe pratiquement jamais ou très peu à des exercices aériens internationaux. Or, ces exercices sont incontournables et névralgiques puisqu'ils permettent d'obtenir un retour d'expérience et d'améliorer
le contrôle des risques lors des vols de routine. Quand les Turcs, les Français ou les Européens font beaucoup d'exercices internationaux, ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas pour montrer leurs muscles. Ce n'est pas pour faire des démonstrations clownesques, pour faire rire ou pour faire peur. Non, c'est pour tester leur matériel. Le matériel militaire se teste. Faire des exercices de combat ou des exercices militaires avec plusieurs pays permet de comparer ses équipements militaires, de comparer ses compétences et d'identifier les insuffisances et les carences. Donc, l'Algérie, malheureusement, l'armée algérienne n'a pas un retour d'expérience important. Donc, elle ne contrôle pas les risques qui sont liés à ces vols de routine. Et cela a été une défaillance majeure qui peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de crashs d'avions militaires en Algérie. Un chiffre, par exemple, explique la relation entre le manque d'implication, le manque de participation, la quasi-non-participation de l'Algérie aux exercices militaires internationaux. Nous avons identifié un chiffre. Par exemple, le taux de perte des avions de chasse Sukhoi 30 est de 2,74% sur 73 appareils. C'est énorme. C'est une moyenne très élevée, malgré le fait que l'Algérie ait un usage moins intensif que dans d'autres armées. L'Algérie ne fait pas la guerre en ce moment, ne participe pas à des opérations de maintien de la paix, ne participe pas à des opérations militaires internationales. Elle n'agresse pas, elle ne fait pas partie d'une coalition militaire qui participe à une guerre. Et donc, malgré cela, nous avons presque 3% de 73 appareils de Sukhoi 30 algériens qui ont crashé ou qui ont été perdus. C'est quand même inquiétant et très alarmant. L'autre constat, et la cause qui peuvent expliquer aussi le problème des crashs militaires en Algérie, c'est l'immensité du territoire algérien, les conditions météorologiques ainsi que les facteurs humains. Par exemple, le crash d'un Hercule 130 en 2014, qui a fait 77 morts, a été causé par de mauvaises conditions météorologiques, telles que des tempêtes et une visibilité réduite. Les avions militaires en Algérie sont beaucoup utilisés pour relier les régions du nord aux régions du sud, dans les villes du sud du pays, Tindouf, Djanet, Tamanrasset, etc. Ce sont des régions où il y a beaucoup de tempêtes de sable, où les conditions climatiques sont très difficiles. L'Algérie est un pays immense, désertique. Effectivement, on y trouve des conditions météorologiques beaucoup plus difficiles que dans d'autres pays de la région. Et ces conditions météorologiques, si on ne s'y adapte pas, si on ne les anticipe pas, et si on utilise un matériel vieillissant et défaillant, cela peut malheureusement causer rapidement des accidents très dangereux. Il y a aussi des pannes techniques post-décollage qui sont potentiellement liées à une formation insuffisante du personnel militaire, des pilotes. Bien que des experts connaissant l'armée nationale algérienne rejettent cette dernière hypothèse, beaucoup de voix s'élèvent aussi pour dire qu'il y a un manque de formation et qu'il commence à y avoir du népotisme.
Normalement, au sein de l'armée nationale et populaire, il faut avoir un excellent parcours académique pour devenir pilote d'avion de chasse. Mais là encore, il y a du népotisme, du favoritisme, et cela commence à causer des dégâts. Autre constat, le dernier crash a eu lieu pendant le mois du Ramadan. C'était le 5 mars. Pendant le mois du Ramadan, normalement, les pilotes militaires, cela je l'ai confirmé auprès de plusieurs sources concordantes, n'ont pas le droit de jeûner, n'ont pas le droit de faire le Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, c'est interdit. Quand quelqu'un pilote un avion militaire, soit un avion de chasse, soit un avion de transport, il n'a pas le droit de faire le Ramadan. Il n'a pas le droit de jeûner. Sauf qu'auparavant, l'armée nationale algérienne avait des tests de dépistage. Par exemple, si un pilote dit qu'il n'a pas jeûné, on fait des tests sanguins. Et si les tests concluent qu'il ne s'est pas nourri, qu'il a vraiment jeûné, etc., il risque des sanctions disciplinaires. Visiblement, ce dispositif est de moins en moins respecté, de moins en moins appliqué avec rigueur. Donc il est possible que, quand un pilote conduit un avion dans des circonstances, peut-être dans des conditions météorologiques difficiles, et s'il ne dispose pas de toutes ses forces mentales et physiques, il puisse prendre de mauvaises décisions et ne pas contrôler comme il se doit son appareil. Et cela peut être un gros problème. Mais comme il n'y a pas, encore une fois, de résultats annoncés par les enquêtes menées par les autorités militaires, comme il n'y a pas de transparence, comme il n'y a pas de bilan rendu à la suite des enquêtes annoncées, donc on n'a aucune vérité, on n'a aucune information concrète et fiable sur ce que l'armée algérienne a découvert ou sur la manière dont elle a réagi pour combler ou corriger ces défaillances. Enfin, la fréquence récente de ces crashs d'avions militaires doit absolument relancer un débat en Algérie sur la nécessité d'imposer plus de transparence et de revoir les fournisseurs, peut-être, de l'armée nationale et populaire, et de rompre avec cette dépendance vis-à-vis de l'industrie militaire russe et des avions militaires russes. Je rappelle qu'en mars 2025, il y a eu déjà un Sukhoi d'entraînement qui s'est écrasé et qui a fait un mort, et les raisons officielles n'ont jamais été révélées. La récurrence des crashs d'avions militaires qui partent de l'aéroport militaire de Boufarik soulève aussi des interrogations. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Cela fait 15 ans, pratiquement, que le tabou règne et que personne ne veut le briser. Et qu'une loi de l'omerta règne au sein de l'institution militaire concernant les crashs des avions militaires. Cette série noire des crashs des avions militaires devrait peut-être nous inciter aujourd'hui à nous élever d'une seule voix pour demander à l'armée nationale et populaire d'arrêter de se comporter comme une entité secrète. L'armée n'est pas une entité secrète. Enquêter sur les raisons d'un crash, ce n'est pas une violation de la sécurité nationale. Comprendre les raisons de ces drames qui ont provoqué presque 400 morts en 10 ans, ce n'est pas une violation d'un secret de défense. Et ce n'est pas dire que l'armée s'est trompée, que certains de ses responsables ont fait des erreurs, ont commis des bêtises et qu'ils sont appelés
à s'expliquer, voire même à être jugé. Ce n'est pas un manque de respect ni une insulte à l'armée nationale et populaire. L'armée nationale et populaire est une institution névralgique et sensible. Mais elle ne peut pas être sacrée. Et on ne peut pas la sacraliser ni continuer à la considérer comme une institution au-dessus de toutes les lois. Il s'agit de morts, de vies humaines, de familles, encore une fois, qui ont été brisées et décimées.